Allez, on embarque dans une machine à remonter le temps. On va se plonger dans une véritable capsule temporelle, direction 1984, pour voir comment les pionniers de l'intelligence artificielle imaginaient le futur. Et pour nous guider, on a un document d'époque exceptionnel, une émission de télé culte, Computer Chronicles. Alors, la première chose qui saute aux yeux en 1984, c'est un changement radical de philosophie. Au début, l'idée, c'était vraiment d'essayer de copier le fonctionnement du cerveau humain. Mais à cette époque, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. L'objectif, ce n'est plus de répliquer la pensée, mais d'obtenir un résultat qui soit intelligent. La manière d'y arriver, au fond, devient secondaire. Bon, pour bien comprendre cette époque charnière, on va explorer tout ça en 4 points clés. On va voir ce qu'ils construisaient concrètement et, surtout, comment ils voyaient l'avenir à ce moment-là. Allez, premier point. Pour saisir ce qu'ils faisaient, il faut d'abord comprendre comment ils définissaient l'intelligence elle-même. Et là, attention, leur grande idée, elle ne sort pas de nulle part, elle a des racines qui remontent carrément au 19e siècle. Et cette racine, c'est Ada Lovelace. Dès son époque, elle a eu cette intuition de génie. Un ordinateur, ce n'est pas juste une super calculatrice. C'est bien plus que ça. C'est une machine capable de manipuler n'importe quel type de symbole, pas seulement des chiffres. Et voilà, c'est ça l'hypothèse du système de symboles physiques. C'est le cœur du réacteur de l'IA de l'époque. En gros, pour eux, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une affaire de maths. C'est la capacité d'une machine à raisonner avec de la connaissance, à faire des déductions logiques, bref, à penser avec des symboles. Bon, cette théorie, elle est super intéressante, mais concrètement, comment ça se traduit ? Comment on passe de l'idée à une application qui tourne sur un ordinateur ? Eh bien, en 1984, la réponse, la star du moment, c'était le système expert. Un expert dans une boîte, c'est vraiment ça l'idée. Imaginez, on capture toute l'expertise d'un spécialiste de classe mondiale, un médecin, un géologue, et on met tout ça dans un logiciel. Et ce logiciel, n'importe qui peut l'utiliser sur son propre ordinateur personnel qui commençait tout juste à arriver dans les bureaux. Le concept est génial, non ? Sauf que, il y avait un très très gros problème. Parce que c'est bien joli de vouloir capturer le savoir d'un expert, mais comment on fait ? Une grande partie de son expertise, c'est de l'intuition, de l'expérience, et ça, c'est super difficile à traduire en règles claires et nettes pour un ordinateur. Et c'est là qu'une approche vraiment maligne a commencé à émerger. Plutôt que de demander à l'expert « Quelles sont tes règles ?», on lui demandait « Donne-nous des exemples concrets, des cas que tu as déjà traités, avec les décisions que tu as prises. » Et à partir de là, c'était au système lui-même, en analysant tous ces exemples, de deviner les règles. La machine faisait le travail de déduction toute seule. Et pour bien visualiser ça, ils avaient cette petite démo, toute simple mais géniale, qui tournait sur un IBM PC. Regardez, on donne au système juste 2 infos, la météo et si la famille est là ou pas. Et paf, le système recommande une activité. Aller au musée, à la plage, à la pêche. C'est basique, mais ça montre parfaitement la puissance du concept. Alors, ces systèmes experts, c'était impressionnant pour des tâches très spécialisées. Mais ils se cassaient les dents sur quelque chose que n'importe quel enfant de 5 ans maîtrise sans même y penser. Et c'est ça qui est assez ironique. La chose la plus compliquée à programmer en IA, ce n'était pas l'expertise d'un prix Nobel, non. Le vrai défi, l'Himalaya de l'IA, c'était le bon sens. Ce savoir implicite sur le monde que tout le monde acquiert naturellement en grandissant. Ça a donné naissance au terme de système fragile. Ça veut dire quoi ? Que le système est super performant tant qu'on reste exactement dans le cadre pour lequel il a été programmé, mais à la seconde où on lui présente une situation un tout petit peu différente, un peu inattendue, tout s'effondre. Il n'a aucune capacité d'adaptation. Ok, donc ils ont cette technologie prometteuse, mais ils font face à ce mur immense qu'est le bon sens. Alors, comment est-ce qu'ils voyaient la suite ? Quelles étaient leurs visions pour le futur ? Eh bien, il y avait un peu 2 écoles. D'un côté, les optimistes, et pas des moindres. John McCarthy, par exemple, l'inventeur du langage Lisp. Pour lui, c'était clair, il n'y avait aucune limite théorique. Rien ne semblait pouvoir empêcher une machine d'atteindre un jour le niveau de l'intelligence humaine. Et de l'autre côté, les pragmatiques. Ceux qui, comme Niels Nilsson, avaient bien les pieds sur terre et voyaient l'ampleur du chemin à parcourir. Nilsson, lui, a résumé le défi en 3 questions fondamentales. D'abord, quelle connaissance on doit donner à la machine ? Ensuite, comment on la représente dans le code ? Et enfin, comment le programme utilise concrètement cette connaissance pour agir ? Et ça nous amène à la question finale, une question qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. 40 ans ont passé, on a des IA génératives, des modèles de langage incroyablement puissants, mais est-ce qu'on a vraiment résolu ce problème fondamental du bon sens ? Est-ce que, au fond, nos systèmes actuels, malgré leur puissance apparente, ne sont pas encore d'une certaine manière fragiles ?